Bonjour. Alors, ce qu'on a vu l'autre fois, c'est que le mal-être, c'est pas de la pensée. Ça produit de la pensée, mais ce n'est pas de la pensée. C'est un ensemble de sensations. Alors, c'est quoi une sensation? Si on prend le bout du doigt et puis qu'on appuie sur quelque chose, si je ne me trompe pas, au bout du doigt, il y a ce qu'on appelle des corpuscules de Pacini, c'est microscopique, c'est des petites molécules ou des petites cellules, je sais plus trop. Et le fait qu'il y ait une pression dessus, ça va faire une réaction chimique et cette réaction chimique, ça va déclencher de l'électricité, un petit courant électrique. Ne nous branchons pas sur le secteur de la maison. Donc un petit courant électrique et ce petit courant électrique, il va remonter, ce qu'on a, les câbles, c'est ce qu'on appelle des nerfs. Il va remonter jusqu'à tout en haut, c'est-à-dire jusqu'au cerveau. Et dans le cerveau, il y a des cartes, il y a des zones qui sont, comment dire, qui sont là pour ça. Et dans le cerveau, donc, il y a une zone qui concerne le bout du doigt. Et ça va créer dans le cerveau la sensation de pression au bout du doigt. C'est-à-dire que au niveau du réel, il y a quelque chose qui se passe au bout du doigt. On a l'impression que ça se passe au bout du doigt, mais en fait, la sensation, elle se crée dans le cerveau. Bon. Et le fait que ça se crée dans le cerveau, ça explique par exemple des phénomènes comme ce qu'on appelle les membres fantômes. Par exemple, une personne, elle a eu le bras qui a été coupé, et puis elle va quand même sentir que ça la gratte au niveau de la paume. Tout simplement parce que c'est coupé au niveau du bras, mais c'est pas coupé dans le cerveau. Donc il y a toujours la zone de la paume qui est là, et du coup, il arrive qu'il y ait du courant qui aille se promener par là et que ça fabrique une sensation. Alors, ça peut être intéressant d'avoir quelques éléments sur ce truc bizarre qui est le cerveau. Pendant très 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 longtemps, on a considéré que le cerveau, il contrôlait tout. C'était le grand maître et on a considéré qu'à l'intérieur de ce grand maître, ceux qui décidaient de tout, ceux qui contrôlaient tout, c'était la pensée. Ouais. Eh ben, en fait, ça, depuis qu'on existe les neurosciences, c'est quand même plus que remis en cause. Alors on va prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on va prendre des choses très récentes. Il y a une théorie qui est très très à la mode et qui est une théorie très intéressante. C'est des gens qui se sont mis à travailler sur le nerf vague. Le nerf vague, c'est un truc donc qui part du cerveau, qui va dans le corps, qui contrôle énormément de choses. Et le nerf vague, donc c'est quelque chose d'important, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les gens donc qui se sont intéressés à ça ont créé ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Alors la théorie polyvagale, c'est un monument actuellement dans les théories psy. C'est très très intéressant parce que ça part pas de théorie psy, on fume la moquette, ça part de trucs très 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 constatés, ça part de faits. Ce sont des gens qui se sont mis à essayer de voir dans les fibres du nerf vague quel est la pourcentage de choses qui vont du cerveau vers le reste du corps, ce qu'on appelle efférent, et le pourcentage de choses qui vont du reste du corps vers le cerveau, afférent. Donc ils s'attendaient à trouver un maximum d'informations efférentes, d'informations qui descendaient du cerveau vers le reste du corps, et un petit peu d'informations qui montaient quand même de ce qui se passe dans le corps vers le cerveau. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que il y a 80% des informations qui sont afférentes, c'est-à-dire qui montent du reste du corps vers le cerveau, et il y a 20% qui descendent. C'est-à-dire que le super maître qui décide tout, etc., ça, c'est 20% de son boulot. En fait, c'est d'abord quelque chose, le cerveau, qui reçoit des informations. C'est un récepteur et ils se sont aperçus que c'était valable évidemment pour le nerf vague, mais c'est valable en fait pour l'ensemble des informations qui arrivent au cerveau. En fait, le cerveau, il fait avec ce qu'on lui donne et ce qu'on lui donne, qui est-ce qui lui donne? C'est le corps. Donc, ce qui se passe dans le corps détermine ce qui va se passer dans le cerveau. Et ensuite, il y a les 20% qui descendent. Et ça pose plein de questions parce que habituellement en thérapie, en psychothérapie, etc., on travaille sur le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur les mécanismes qui vont agir sur les 20% qui descendent.
En NiNo, ce qui nous intéresse, c'est de modifier les 80% qui montent, sachant que du coup, ça va modifier les 20% qui descendent. Encore fallait-il qu'il y ait la confirmation de ce qu'on pensait par la théorie polyvagale. Je vous invite à vous intéresser à la théorie polyvagale, c'est passionnant. Bon, alors quand ça arrive au cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand j'étais étudiant, on nous apprenait que quand ça arrivait au cerveau, il y avait un truc à la base du cerveau, qui concerne les sensations. À l'époque, on employait le terme reptilien. Et puis les besoins primaires, voilà, le reptilien. Puis tout de suite, ça montait vers le néocortex, là où il y avait la pensée, parce que c'était ça qui était important, etc. Bon, bon. Et puis, en 2003, par là, il y a un scientifique de haute volée, de haut niveau, qui s'appelle Antonio Rodrigo Damasio, qui va bouleverser cette vision-là du cerveau, c'est-à-dire qu'il va montrer que bah, ça arrive d'abord au niveau des sensations, c'est-à-dire l'influx nerveux, les informations arrivent au niveau des sensations, donc d'abord sensations. Qu'ensuite, une fois que ça a traversé cette zone de sensation, ça va dans ce qu'on appelle le limbique. Et le limbique, avec Damasio, ça va prendre de plus en plus de place. C'est la zone des émotions. Alors que quand j'étais étudiant, on nous disait les émotions, c'est pas bien, ça vient gêner la pensée. Bah là, non. Ce que Damasio dit, bah voilà, les informations, c'est d'abord des sensations, ensuite des émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est une sensation ou des sensations qui ont été transformées. Et puis les émotions, elles vont à nouveau transformer l'influx nerveux et ça va donner la pensée. Alors il y a plein d'autres trucs dans le cerveau, mais il y a ces trois zones, c'est reptilien, limbique, néocortex, c'est-à-dire sensation, émotion et pensée. Donc, et Damasio va défendre une idée qui est les pensées ne sont que des effets secondaires des émotions. Alors après Damasio, il y a des travaux plus approfondis qui disent bah, les émotions ne sont que des effets secondaires des sensations. C'est intéressant parce que les sensations, encore une fois, ça rejoint la théorie polyvagale, même si c'est bien avant, c'est c'est le corps. Ah, c'est voilà, enfin c'est le reste du corps, tout ça. Mais alors, voilà qui remet en cause le supercalculateur et puis la place de la pensée. Et puis ça va encore plus loin, il y a des gens, des Français, tiens, Thierry Agard, je crois, et Binet, Agard, je crois que c'est Simon et Agard, je sais plus, enfin bref, les gens qui vont travailler sur ce qu'on appelle les sensations non senties. C'est-à-dire quelqu'un est chez lui et puis à un moment il se dit j'ai soif, je vais prendre quelque chose dans le frigo. Et donc il a l'impression que c'est sa pensée qui a décidé du fait de se tourner vers le frigo et d'aller chercher. En fait, bah non. Ce que vont montrer ces excellents chercheurs, c'est que bah, le mouvement a été commencé avant que la pensée n'apparaisse, c'est-à-dire que la pensée est venue justifier, est venue rattraper quelque chose qui était déjà commencé. Alors, on remet les choses à leur place, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Il y a des tas de mouvements qu'on décide par la pensée. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer la pensée. Grâce à la pensée, on améliore la qualité de vie, on sauve des vies. On s'en sert aussi pour plein de choses merveilleuses. Mais remettons la pensée à sa juste place. Et surtout par rapport à tout ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire le fait de sortir du mal-être. La pensée, c'est un outil de contrôle, on va mettre un mouchoir sur quelque chose par la pensée, etc. On y reviendra plus tard sur cette notion de contrôle, mais ça ne va pas résoudre. Voilà. Donc, désacralisation du cerveau et désacralisation de la pensée. Puis, il y a d'autres choses qui remettent en cause la façon qu'on a habituellement de voir les choses. Il y a les travaux de Corinne Sambrin. Corinne Sambrin, pareil, c'est quelqu'un de très très intéressant. C'est quelqu'un qui est chaman. Alors, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. La question, c'est que cette dame a participé à des expériences, à des expérimentations avec scanner, IRM, etc., sur la différence entre l'état habituel et puis l'état chamanique. Euh, et ce qui est très très intéressant, c'est que ce que ça a montré, c'est que la configuration interne du cerveau se change en fonction de l'état dans lequel on est. Or, on a l'habitude de considérer les choses autrement. Mais on va dire aux gens, bah oui, vous avez un cerveau de schizophrène, donc vous êtes schizophrène. Alors que ce que montrent les expérimentations de Corinne Sambrin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une posture de schizophrène, vous avez un corps schizophrénique, on va dire. Du coup, votre cerveau fonctionne en mode schizophrénique et ça peut être changé.
Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça va dans ce sens de cerveau en tant que récepteur. Un récepteur extraordinaire qui prend quelques décisions. Ça change tout. Hmm. Ça change tout parce que, ben, ok, le cerveau, c'est pas lui qui décide principalement. Ce qui décide, encore une fois, c'est le reste du corps. Alors ça pose des questions parce que euh, moi, j'ai un diplôme de psychologue, c'est-à-dire je suis spécialiste du psychisme. Mais c'est quoi le psychisme? Parce que chez les Grecs, ils ont séparé le somatique et le psychique. Mais tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est de somatique. Et le monsieur qui m'a formé, qui a bouleversé ma vie, c'est François Roustan. Et François Roustan, il disait souvent, il n'y a pas de psychisme. Et en fait, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, si vous allez voir un psy et que vous lui dites c'est quoi le psychisme, il va vous répondre, voilà comment ça fonctionne. Mais non, c'est quoi? Pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? On sait rien et les neurosciences ont encore moins répondu là-dessus, etc. Pour l'instant, les neurosciences se bagarrent avec essayer de comprendre ce que c'est que la conscience. C'est-à-dire, on ne trouve pas psychisme, on trouve somatique. Alors ça, somatique, oui. Alors, on peut ajouter à ça énergie spirituelle. Nanana, c'est pas de ça dont l'Aïno s'occupe. Mais on s'occupe du somatique. Et on peut y aller, on peut dire il n'y a pas de psychique. Il n'y a que du somatique. Simplement, ce somatique, il s'agit de l'appréhender correctement. Alors on continue. Les informations qui arrivent au cerveau vont donner une interprétation du monde qui va se fabriquer dans le cerveau. Alors, c'est pas ce qui nous entoure, c'est l'interprétation qui se fait in fine dans notre cerveau de ce qui nous entoure. Et cette interprétation, elle commence quand quelque chose nous impacte. C'est-à-dire que ça commence par ce qui va être traduit par sensation. C'est là que ça se passe. Mais quand on est dans les pensées, etc., on oublie tout ça. On oublie qu'en fait, c'est un résultat. Et puis on pense avec des mots. Or, 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 dans tout notre corps, les choses sont accolées. Et dans notre cerveau, les choses sont accolées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on regarde un fauteuil, donc il y a quelque chose qui va venir impacter le corps, puisqu'il y a de la lumière, etc. Lumière renvoyée par le fauteuil qui va venir impacter les yeux, et à partir de là, clac, ça va donner fauteuil. Bon. Mais on est à peu près tous d'accord sur ce que c'est qu'un fauteuil. Sûrement, on va trouver des trucs où c'est pas clair, mais on va être d'accord pour dire ça c'est un fauteuil, ça c'est une mobilette. Bon. Euh, Mais en même temps, comme il y a eu un apprentissage du mot, de la notion fauteuil, comme on a vécu des choses plus ou moins agréables qui sont reliées à fauteuil, on a intellectuellement la même notion, mais en termes de vécu, on n'a pas du tout la même chose par rapport à fauteuil. Et c'est valable pour l'ensemble des mots, c'est valable pour tout. C'est valable pour toutes les situations, c'est valable pour etc. Ça donne quoi? Ben, ça donne le fait que si on est quatre dans une pièce, assis dans des fauteuils, confortablement, eh ben, on est déjà chacun dans une pièce différente. Et on n'a pas accès à la pièce de l'autre. Ben oui, mais on est dans quoi? Ben, on est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y en a une cinquième. Cette pièce-là, c'est la pièce réelle. Et nous, on est chacun dans notre réalité, qui est le truc qui est en train de se fabriquer à l'intérieur de nous, à partir de la façon dont le réel nous impacte. Vous voyez, nous sommes chacun dans un monde différent, et en même temps, nous vivons dans le même monde. Et ce monde réel, on n'y accède pas. De même qu'on n'accède pas à la réalité des autres. Alors ça, je vous laisse beaucoup réfléchir. Et donc, lorsque le monde réel nous impacte, ça déclenche des réactions, ça remonte vers le cerveau, etc. Mais même en montant vers le cerveau, il y a déjà eu plein de réactions. Et ces réactions dépendent de facteurs génétiques, bien entendu, et puis aussi de tout ce qu'on a vécu, depuis même avant notre naissance. Donc, c'est pas si simple que ça.
Intéressant, hein, ça veut dire que, attends, je vais voir un thérapeute, je suppose qu'il sait ce qui m'arrive, alors qu'en fait, il n'en sait rien. Bah, évidemment qu'il n'en sait rien. Il sait qu'il y a quelqu'un en face de lui, mais c'est tout. Quand on ressent quelque chose, on est face à quelqu'un et puis la personne elle dégage quelque chose. On ne ressent pas ce qui se passe chez l'autre, on ressent l'impact que ça a sur nous et à partir de cet impact, il y a une interprétation qui se fait. Même la sensation, c'est une forme d'interprétation. Puis il y a d'autres choses sur l'interprétation. Il y a une notion, moi, que j'adore, qui est très très importante, je trouve, pour travailler, c'est travailler avec les gens, pour les aider à aller mieux. Et puis pour soi, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça c'est une découverte de la fin du XXe siècle. Tout ce dont je vous parle là, si vous allez dans mes bouquins, vous trouverez les références scientifiques, les expériences, les machins, les bouquins, enfin bref, tout ça est documenté. Bon, Euh, les neurones miroirs, c'est quoi? C'est le fait que dans le cerveau, et là on est vraiment dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les aires motrices, c'est les postes de commande des mouvements. C'est-à-dire si je lève le bras, et ben en fait, avant que je me mette à lever le bras, je crois que c'est 135 millièmes de seconde avant, l'aire motrice qui correspond à lever le bras s'est mise en marche. Bon. Ce qui a été découvert à la fin du XXe siècle, c'est que lorsque l'on regarde quelqu'un lever le bras, eh ben, nos aires motrices dans notre cerveau, lever le bras, s'activent. C'est-à-dire que, en fait, alors c'est pas que pour lever le bras, c'est pour tout. Tout ce qu'on regarde l'autre faire, voilà, on le regarde, il est en train de faire plein de choses, bah en fait, on le reproduit. On le reproduit, mais sans bouger. Mais on le reproduit. Après ces travaux-là, c'était fait par des Italiens à l'université de Parme. Après ces travaux-là, il y a eu plein d'autres recherches. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de m'écouter, et ben votre cerveau, à votre insu, répète ce que je dis. D'après ce qu'on en a compris, ça permet de prendre conscience des choses. C'est-à-dire que les oreilles peuvent très bien fonctionner, machin, etc. Simplement, s'il n'y avait pas les neurones miroirs, ben, c'est comme si s'était rien passé. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on n'a pas accès à l'autre, on n'a accès qu'à la façon dont on la reproduit. En plus. Bah ouais, mais si l'autre il fait quelque chose et que nous c'est accolé à un interdit, à du danger, à des trucs négatifs, à des trucs désagréables. Alors que nous, on fait rien, et puis qu'on regarde l'autre faire, etc. Et ben, les trucs désagréables, les trucs négatifs, les signaux de danger, etc., ils vont s'activer. Ça vous explique pourquoi il y a des gens qui nous énervent. En fait, c'est pas les gens qui nous énervent, puisqu'on n'a pas accès aux gens. On n'a pas accès aux autres. Par contre, il y a des trucs qui viennent nous impacter et on reproduit ce qu'ils ont fait ou ce qui nous a impacté, enfin, qui donne cette interprétation de ce qu'ils ont fait. Et si on a un interdit, si on a une trace négative qui est douloureuse, qui est associée à ce qu'ils font, bah, du coup, bah, ça déclenche l'interdit, le truc, et du coup, on se sent pas bien. C'est-à-dire que l'autre, le comportement de l'autre est révélateur de toutes les traces qu'on a, les freins, les blocages et tout, qu'on a un peu partout dans nous, qui font que quand l'autre agit, bah nous, ça déclenche tout ça et du coup, on n'est pas bien. C'est pareil quand on trouve l'autre très très sympathique, etc. C'est des trucs positifs qui vont se déclencher. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas accès au réel, on a accès à la réalité qui se construit. Alors vous allez me dire, bah alors on va dans le mental, machin. Mais non, parce que Euh, pour prendre Damasio, quand on est dans le mental, quand on est par exemple dans l'imaginaire, il y a des modèles de thérapie en hypnose, etc., où les gens ils vont dans l'imaginaire. Mais attendez, il y a la réalité qui va nous impacter, ça va donner des sensations, les émotions, ta. Et alors l'imaginaire, je vous raconte pas comme c'est loin du réel, pardon. Il y a le réel et ça va être très loin du réel. On va s'en éloigner encore plus. Ben oui, mais si on s'éloigne du réel, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, c'est pas sorcier. Je veux dire, toutes les sagesses traditionnelles le savent. Plus on s'éloigne du réel, plus on va mal. Hmm. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que le seul moyen de se rapprocher du réel, bah, c'est de se rapprocher des sensations, parce que les sensations, c'est ce qu'il y a de plus près du réel. C'est pas le réel, c'est proche du réel, parce que c'est proche du présent. C'est proche de ce qui est en train de se passer là maintenant. Ça y est pas, ça s'en rapproche.
Alors que les pensées, puis les pensées, bah, vous avez qu'à observer, la pensée, c'est jamais maintenant, la pensée, c'est avant, c'est après. Alors, c'est quoi cette histoire de signal de danger? Ben, c'est tout bête, nous avons une mémoire, la mémoire de quand nous étions nourrissons. Et quand nous étions nourrissons, nous étions extrêmement proches du présent, je dirais, nous étions en train de laisser le présent, le réel, nous transformer. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ben, s'il n'y a pas trop de traces horribles quand on était bébé, se rapprocher de notre état de bébé est très très apaisant. Tout simplement parce que il n'y a pas de lutte contre le réel. Le bébé, il se laisse transformer par le réel, de façon globale. Il y a des bébés qui vivent des choses qui font que ça va se crisper. Bon. Mais à la base, le bébé, il est en adéquation avec le réel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans de la lutte, il est dans se laisser faire, se laisser transformer, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il est dans du lâcher-prise. On y reviendra, bien sûr, mais je commence à poser des bases par rapport à tout ça, parce que c'est-à-dire que nous avons tous la mémoire de cette période dans laquelle nous ne luttions pas contre ce qui est, mais que nous nous laissions porter. Et puis, il y a des tensions qui se sont installées, il y a des crispations, il y a des fluides qui circulaient, qui ont été gênés, etc. Il y a des trucs qui sont... Bon, et du coup, nous nous sommes mis progressivement à lutter contre le réel. Mais parce qu'il y avait des traces de souffrance, en fait. Et alors, quand la pensée est apparue, c'est-à-dire qu'au début, il y a une indifférenciation générale, et puis le corps n'a pas de contour, enfin, etc., et il n'y a pas de séparation. Et puis, petit à petit, il y a de la séparation qui va se mettre. Dès qu'on dit un mot, on sépare le monde. Et on coupe le monde en deux, rien qu'avec un seul mot. Et donc, on va rentrer dans ce truc de séparation. C'est-à-dire qu'on va sortir de ce rapport au réel. Et on va se mettre à lutter contre. Et c'est le fait de lutter contre le réel qui est à la base du mal-être. Intéressant, non? C'est-à-dire que si on ne lutte pas contre le réel, bah, on va beaucoup mieux. Donc, pour se rapprocher du réel sans lutter contre le réel, ça passe par les sensations. Ah, ouais, mais ton truc, c'est quoi? C'est fataliste, on devient des moutons, etc. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'on ne construit pas, mais on construit à partir du réel. On construit à partir de là où on en est. Le monde est ce qu'il est et on construit à partir du monde tel qu'il est. Mais pour pouvoir construire à partir du monde tel qu'il est, encore faut-il se rapprocher le plus possible du monde tel qu'il est et non pas s'en éloigner le plus possible. Il s'agit d'être réaliste, rééliste, on pourrait dire. Voilà, c'est tout ce truc. Lorsque nous n'allons pas bien, c'est parce que quelque chose dans nous lutte contre le réel. Ce quelque chose en nous croit qu'il a raison de le faire, ça c'est sûr. On va travailler sur ça ultérieurement, il y en a des choses à voir, hein. Et donc, il lutte contre le réel, et donc, moins nous allons lutter contre le réel, plus nous allons laisser partir, nous apprendre à faire ces choses qui nous empêchent de nous rapprocher un peu plus du réel, mieux nous allons aller. C'est tout bête, hein. La réalité, c'est que nous sommes dans le présent, nous sommes maintenant. Et ça, je veux dire, j'ai rien inventé, hein. Prenez toutes les trucs traditionnels, les sagesses, etc. Vous savez, le Wu-Wei, etc., le Zazen, etc. C'est ne rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, ça ne veut pas dire, etc. Mais c'est cette notion de laisser le réel agir sur nous. Voilà, ça vous fait un petit topo qui permet de poser encore un petit peu plus les choses. Bah, la suite la prochaine fois. Au revoir.